Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue sur La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois Sophia Aouine, qui a publié Rhapsodie des oubliés aux éditions de La Martinière et qui vient d'être couronnée par le prix de Flore. Dans ce livre, on suit le quotidien d'Abad, un jeune garçon de 13 ans à l'identité clairsemée, qui vit dans le quartier parisien de la Goutte d'Or. On y croise une galerie de personnages qui, tour à tour, mémoire après mémoire, histoire après histoire, font l'identité d'un quartier plein de contrastes, mais font aussi celle de ce jeune garçon à la Antoine Doinel. Et avec Sophia, on a parlé de ce quartier, qu'est la Goutte d'Or, comme territoire de fiction, du lien qui s'opère avec son histoire personnelle, des nombreuses références qui sont distillées au fil du roman, ou encore de sa playlist d'écrivains. Bonne écoute! Bonjour Sophia. Bonjour. Et tout d'abord, évidemment, bravo pour le prix de Flore que tu as reçu cette semaine, le 12 novembre, Exactement. pour ceux qui écouteront l'entretien plus tard. Ça n'est pas l'essence du livre, ni même ce qui fait sa qualité, mais ça n'est pas si anecdotique que ça. On en reparlera brièvement tout à l'heure. Et ce prix, tu l'as évidemment reçu pour Rhapsodie des oubliés, qui est ton premier roman, et qui se passe majoritairement à la Goutte d'Or. Il y a de temps à autre Montmartre ou la place de Clichy qui est évoquée, mais géographiquement il est assez cadré autour de cette Goutte d'Or, de ce quartier parisien. En quoi pour toi ce quartier était un territoire de fiction fertile ? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on est voisins, parce que j'habite pas très loin de chez toi, dans le 18e. Ouais. Tu es aussi une âme du quartier, parce que toutes les personnes que je croise tous les jours font partie de l'ADN de ce quartier. Ouais. Et je dirais que c'est un territoire de fiction, et c'est avant tout devenu un terrain de jeu, en fait. Comme l'a été le terrain de jeu de François Truffaut dans Les 400 coups. Et le fait que j'ai choisi ce quartier, ça part de deux éléments de ma biographie. La première, c'est à 17 ans, la découverte du film de François Truffaut, Les 400 coups, avec le petit Doinel, qui était aussi un hommage autobiographique et biographique, comme dit Truffaut, à son enfance pendant l'entre-deux-guerres et à son histoire et à la manière dont ce quartier l'a forgé. Truffaut habitait un peu plus loin rue Navarin, il allait au lycée Jacques Decour, donc on était plus dans le 9e, mais ça lui arrivait, et même dans le film de Doinel, de faire des incursions du côté du Sacré-Cœur ou même au début du boulevard Rochechouart. Donc c'est aussi un quartier, quand moi j'étais de l'autre côté du périph', dans une vie assez précaire à l'époque, où ça représentait Paris pour moi. Et je disais souvent, et je dis toujours, que le Sacré-Cœur est ma croix du Sud. C'est-à-dire que c'est cette espèce de grand espace qu'on voit de partout. Et j'ai eu 18 ans dans les années 90. J'ai eu 18 ans à l'époque de la French Touch et au début des années techno, des années house music. Et j'allais le vendredi, j'avais pas beaucoup de sous, mais je vivais dans un foyer de jeunes travailleurs dans le 93. Et mon espace d'apprentissage de Paris, c'était la nuit. Et j'allais à l'époque au Rex Club, donc tous les vendredis. Et à l'époque, c'était le début vraiment des années techno, des années house. Et j'y allais et je revenais tous les matins dans un mauvais état la plupart du temps. Et je voyais le Sacré-Cœur s'éloigner du train à Gare de l'Est. Ou quand j'arrivais à Paris, j'avais ce qu'on appelait la musique trip-hop ou de la jungle ou de la house dans les oreilles. Ouais. Et je voyais arriver ce truc. Donc cette ville, elle est... ce quartier, pour moi, c'est un terrain de jeu. Ça l'a été en tant qu'adolescente, ça l'a été en tant qu'imaginaire. Et grâce au film de Truffaut, peut-être, quand il a fallu écrire un roman, quand c'est arrivé à moi, j'ai choisi ce quartier peut-être par souci de continuer à m'amuser, peut-être, ou à raconter Paris par la marge. Parce que ça reste un quartier... j'ai choisi en tout cas une partie du côté marginal de l'ADN du 18e. Voilà. Oui, car il y a quand même deux parties dans le 18e. Bien sûr, qui sont scindées, disons. Et d'ailleurs, oui, quel est ton rapport à cette notion de quartier ? Mon rapport à la notion de quartier, c'est... Il y a Sacha Guitry qui disait être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître. Ouais. Et dans cette phrase-là, il y a toute l'histoire du livre et il y a toute l'histoire de ma vie. Et la notion de quartier, c'est... Paris, c'est des villages déjà. C'est plusieurs villages qui n'en forment qu'un. Moi, j'ai choisi de m'installer dans ce village du nord de Paris, peut-être par
aussi parce que Barbès, c'est l'immigration nord-africaine, c'est le côté, on va dire, le quartier populaire par excellence, c'est le quartier de Tati, c'est le quartier qui fait rêver beaucoup de femmes immigrées à travers le monde. C'est plein de petites histoires dans la grande. Et quand il a fallu écrire le livre, j'ai fait des recherches documentaires. Et c'est vrai que mon roman, c'est l'histoire d'un jeune ado. C'est un roman d'apprentissage, c'est une trajectoire d'un gamin qui essaye de devenir un homme. C'est le portrait mais c'est aussi le portrait d'un quartier. Et le personnage principal du livre, c'est Paris, mais c'est Paris 18e. Ouais. Et la rue Léon. Pourquoi avoir modifié le titre de base, qui est Une enfance irrégulière ? Ah, ça c'est une grande question. Comment t'es au courant de ça ? J'ai fait Tu fais bien ton travail. Ça devait s'appeler une enfance irrégulière parce qu'en fait, dans un premier temps, quand j'ai signé avec mon éditeur, on voulait que j'écrive ce qu'on appelle une autofiction littéraire ou un témoignage littéraire ou un récit. Et je devais raconter mon histoire. Et puis, je suis partie en résidence d'auteur au Luxembourg. Ouais. J'ai essayé tant bien que mal d'écrire mon histoire et je ne suis pas du tout de ce genre d'écrivain-là. Je n'arrive pas à transposer mon ADN ou ma sève intérieure dans... En fait, je pense que la pudeur chez moi, ou l'intime, c'est quelque chose de très précieux. Et la fiction, pour moi, c'est un cadeau de la vie. Et me transposer dans un gamin de 13 ans, transposer ma vision de la vie, ma vision de la société. Et puis aussi, inventer une langue, c'était pour moi ça, être écrivain. C'était pas raconter uniquement les failles de ma vie, mes blessures ou mes fractures autobiographiques. J'avais envie de... Donc, dans un premier temps, ça devait s'appelait Une enfance irrégulière par rapport à ce témoignage-là, ce témoignage littéraire. Et puis en cours d'écriture, j'ai pas réussi. J'ai essayé tant bien que mal, jusqu'à m'arracher la tête. Et puis, de toute manière, avec La Martinière, on avait signé pour deux bouquins, enfin pour 2 livres. Le premier, le récit, et celui-là. Et celui-là existait déjà. Depuis 2013, tu avais commencé Depuis 2013, tout à fait, ouais. Je l'avais... En fait, ce qui est arrivé à moi, c'est Abad, c'est le jeune héros. Ouais. Ce qui est arrivé à moi, c'est un gamin de 13 ans qui s'exprime et qui écrit et qui parle. Et il a gagné. Et en fait, je dis souvent qu'il est arrivé dans ma vie un jour de juillet 2013 et que je le ferai jamais mourir. C'est mon ami imaginaire, c'est ma manière de raconter le monde, de fracturer le réel, d'inventer une langue, de rire de l'indécence, de rire de la misère et en même temps d'arriver à sublimer la tendresse du monde. C'est vraiment un cadeau de la vie d'avoir trouvé ce narrateur. Et je ne laisserai jamais tomber. Tant mieux. Et justement, cette manière de raconter le monde, est-ce qu'elle aurait été plus aride, plus violente si tu l'avais écrit plus jeune ? Je pense qu'elle aurait été peut-être plus psychanalytique. Ok. Voilà, parce qu'il y a parfois la tentation de tout mettre dans un premier roman. Je l'ai un peu fait. Oui. Grâce à un travail avec une éditrice formidable qui s'appelle Marie Leroy et avec son équipe de La Martinière, on a réussi à me stopper un peu parce que j'ai un problème, c'est que j'ai trop d'idées. Mais c'est là que la force du travail de l'éditeur entre en jeu. Je dis pas que j'ai trop de talent, parce que certains diraient ça, mais moi j'ai trop d'idées. Je suis quelqu'un qui est tout le temps en ébullition, et il a fallu un moment me calmer. Et c'est vrai que dans mes tiroirs, actuellement, j'ai encore 2 ou 3 tomes de Rhapsodie des oubliés sur le côté. Donc Abad va grandir, en tout cas Abad a une suite. Et puis j'ai dans mes prétentions, peut-être un peu trop prétentieuses, de vouloir recréer à mon niveau, j'entends, un couple à la Douanel Truffaut, à la Jean-Pierre Léo Truffaut. En même temps, il faut bien être ambitieux pour que ça se passe. Peut-être, mais c'est vrai que ça me fascine, quoi, cette manière de transposer ses failles dans la fiction et dans le cinéma, dans le ciné-roman, comme on disait dans les années 60. Ouais. Et j'ai envie d'en faire un héros de la nouvelle vague d'aujourd'hui, peut-être. On verra ça dans quelques années. Écoute, quel est le lien entre la résilience et le fait qu'on soit ensemble aujourd'hui, tous les deux, le fait que tu sois écrivain? Je sais que tu détestes qu'on dise écrivaine ou autrice. C'est pas que je déteste, c'est que je trouve que ça sonne pas très bien. Ouais. Et je dis souvent que, rapidement, tant qu'il y aura pas moins de féminicides ou qu'on n'aura pas résolu les problèmes d'égalité salariale ou
où tellement de failles d'égalité homme-femme. Si un jour peut-on prétendre à l'égalité, je sais pas. Mais en tout cas, je me dis, c'est important de poser les choses. Mais pour moi, c'est pas l'essentiel. Il y a des combats, en tout cas dans l'égalité homme-femme, autres que autrice, écrivaine. Et puis je trouve que c'est moche, en fait. Et puis écrivain, moi, c'est une manière de dîner à table avec les autres. Et puis j'aime bien ce mot, je le trouve beau, écrivain. Même si... Alors gardons-le. Voilà. Et donc oui, je disais, qu'est-ce que ça change personnellement, en fait, de te savoir écrivain? Est-ce que la résilience entre en jeu? C'est vrai que dans ma vie, il y a eu une prophétie qui a tout changé. J'ai été... en fait, je suis une enfant placée. Même si j'insiste pour ne pas trop en parler... Oui, c'est pas le but, c'est pas le thème du livre. Voilà. Le thème du livre, c'est un gamin dans Paris, c'est un Gavroche des temps modernes, c'est la rhapsodie des oubliés, c'est pas l'enfance irrégulière comme on disait tout à l'heure. Justement. Mais par contre, en fait, pour que tout se passe, c'est-à-dire que pour que le destin de ce livre, il y ait une éclosion, j'ai fait une émission de radio en juin 2017 sur France Inter, La Marche de l'Histoire, qui était consacrée à ma recherche d'archives autour de mon placement à ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Moi, j'ai 41 ans et j'ai passé 20 ans dans ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, l'ancienne ADAS, assistance publique. Ouais. Donc, quand j'étais petite, j'ai été placée dans un endroit qui s'appelle la pouponnière Paul Manchon, d'Antony, par mon père. Et c'est un endroit dans lequel, dans les années, à la fin des années 70, au début des années 80, il y avait vraiment une autre manière de penser la psyché de l'enfant. Et notamment du soin psychique des enfants. Et Françoise Dolto, dans ses dernières années de pratique, les derniers analysants qu'elle a eus, c'est les enfants de l'aide sociale à l'enfance et ceux de la pouponnière Paul Manchon. Donc, dans l'héritage très maigre que mon père m'a laissé, si ce n'est mon physique, parce qu'on se ressemble beaucoup, c'est cette phrase qu'il m'a donnée un jour où je l'ai croisé par hasard, place de la République. Il m'avait dit cette phrase: quand tu étais petite, tu as rencontré Françoise Dolto, elle a dit que tu écrirais des livres. Alors, je l'avais longtemps éludé et mis au fin fond de ma tête, et puis un jour de 2013, elle m'est revenue en tête et puis elle a continué. Mais vérifier cette phrase, c'était ouvrir les archives d'une enfance qui était encore douloureuse. Mais vers la fin 2017, j'ai eu envie de vérifier cette phrase avant tout et aussi de comprendre pourquoi mes parents avaient failli et pourquoi peut-être j'avais été abandonnée et placée à la DAS. Et du coup, j'ai écrit une lettre donc au service des archives de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine, là où j'avais été placée en premier. Et puis j'ai été vérifier mon dossier et effectivement dans ce dossier il y avait écrit que dans mon dossier médical que j'avais rencontré Dolto quand j'étais petite. Et puis plus tard, grâce à une éditrice de La Martinière, j'ai rencontré un pédopsychiatre qui a amené Dolto à la pouponnière. Et je lui ai demandé, puisque j'ai commencé comme toi des entretiens enregistrés avec elle, je lui ai demandé si Dolto aurait pu dire cette phrase. Et elle m'a dit que oui. Donc je commence à me dire que peut-être c'est vrai. Et puis de toute manière, elle a dit des livres. Donc j'en suis qu'au début de cette espèce de prophétie. Mais mon identité d'enfance a fait que j'ai des failles, des manques, des trous, des béances, comme beaucoup de monde. Et puis j'ai un problème avec la mémoire, la notion de mémoire. Et cette phrase, je m'y suis accrochée comme une barque. Et je pense que l'écriture de ce livre, quand tu me demandais si ça avait... S'il y avait eu une sorte de résilience avec l'accouchement de ce livre, je peux dire que oui. Et que c'est une sorte de route de vie qui est en train de se dessiner progressivement. Et puis, j'ai dédié mon livre au destin en référence à tout ça. Voilà. Ok. Alors, écrire, je pense que tu seras d'accord avec moi. Mm-hmm. Et tu en as un peu parlé. Écrire, c'est l'invention d'une poétique, c'est l'invention d'une langue particulière. C'était mon premier objectif, en tout cas. C'était ton premier objectif, de créer ce que tu appelles une poésie païenne. Ouais. Qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé dans ce travail du français, de la langue française ? C'est de
d'essayer de rendre hommage en fait à toutes les lectures qui ont composé et qui ont fait ce que j'appelle mes humanités. Il y a quelques siècles, quelques décennies, on disait qu'on faisait ces humanités chez les jésuites, chez les cisterciens. Moi, je dis souvent que c'est le jour où j'ai ouvert la trappe de la culture. Je suis devenue grosse en fait. Déjà, je suis grosse physiquement, mais je suis devenue grosse et mon appétit s'est développé avec depuis que j'ai touché du doigt la lecture, la littérature, la musique, le cinéma, d'autres choses. Oui, Truffaut, Duras, Oui, la radio qui peut aussi être la un radio, média de il n'y a culture. pas que ça. Il y a beaucoup de références dans le livre, mais c'est des références qui, avant tout, ont fait de moi, je dirais, la femme que je suis aujourd'hui ou un être humain. Quand on dit faire ses humanités, c'est aussi ouvrir le champ de l'imaginaire. Aujourd'hui, dans les générations avec lesquelles je suis amenée à travailler, notamment dans le quartier de la Goutte d'Or ou d'autres, parfois c'est pas un problème de curiosité, parfois c'est pas un problème d'intelligence ni de culture, c'est un problème, j'allais dire, de canaliser ou d'ouvrir le champ des possibles. Parce que parfois la culture est tellement déifiée qu'on a peur d'y rentrer avec ses petits chaussons. Moi, je viens de rentrer dans la littérature et j'ai l'impression qu'en fait c'est pas que je suis pas désirée, mais c'est aussi la légitimité, en fait. Il y a un problème parfois, je pense, dans l'accès à la culture de l'ordre du légitime. Et toutes les références, c'est pas pour montrer ou dans mon livre, c'est tout ce qui a fait de moi et tout ce que j'aime. Et c'est ça qui est important. Comme le roman naturaliste, du coup, qui est quand même assez représenté. C'est-à-dire qu'il y a quand même des références... alors Gervaise, Nana. qui est un personnage du roman d'Émile Zola, de l'Assommoir et du tien. Ta Gervaise a une fille qui s'appelle Nana, qui est un personnage de Zola également qu'on connaît. Il y a cette rue Léon, qui est un centre névralgique également dans l'Assommoir. Et oui, c'est vrai qu'il y a plus qu'un clin d'œil même, je trouve. Là, c'est vraiment... Est-ce que le roman naturaliste a une vraie place pour toi, plus que d'autres? Dans le livre ou dans ma vie? Dans ta vie. Ah, dans ma vie? Ouais. Oui, parce que, en fait, je dis souvent que les œuvres d'art que j'ai rencontrées ont fait écho à mon histoire. C'est ce qui s'appelle la transmission, le transfert, enfin tout ce que vous voulez. Ouais. Et oui, l'Assommoir, ça parle du peuple. Zola disait qu'il voulait une langue qui rappe. Il parle dans l'Assommoir de la marmaille mal mouchée, en parlant des enfants des rues. Et moi, Abad, c'est un peu une marmaille mal mouchée. Après, l'idée du déterminisme à la Zola, je dis pas que j'en suis le contre-exemple, hein, ma vie n'est pas terminée, hein, je souhaite pas mourir comme Gervaise, hein, mais c'est vrai que je voulais raconter à travers le prisme de personnages millénaires en termes de littérature, de formes millénaires, je voulais rendre hommage à ce qui ont composé mon imaginaire. Et le roman naturaliste, c'était un choc social et esthétique dans ma vie. Et puis il y a quelque chose dans l'écriture, il y a quelque chose dans la façon de faire littérature du social que j'admire profondément. Okay. Et l'Assommoir de Zola, en plus, je l'ai rencontré sur la route de mon livre, parce que ancrer mon livre dans la rue Léon, c'était déjà décidé avant. Et en faisant une recherche documentaire, je me suis rendu compte que l'Assommoir d'Émile Zola était complètement la copine de la Chapelle, qui est écrit par Zola dans l'Assommoir, et aujourd'hui la rue Léon. Et aussi entre Bichat, la Riboisière et Barbès. Et j'avais envie de raconter la suite de manière, on va dire, dans une sorte d'hommage, et aussi peut-être dans une sorte de... raconter qu'aujourd'hui, le déterminisme social existe toujours, mais qu'il a changé peut-être de couleur, et que la Gervaise de Plassans, petite bonne du sud de la France, qui arrivait au 19e siècle avec des idées de construire sa blanchisserie, d'élever ses enfants dignement, elle a peut-être des points communs avec une jeune femme issue de l'immigration subsaharienne, qui a envie de vivre en France pour nourrir ses enfants et vivre dans la dignité. Sauf qu'elle se cogne au monde d'aujourd'hui, elle se cogne à l'injustice, à la pauvreté, et que le déterminisme fait son travail, c'est-à-dire broyer les êtres alors qu'ils veulent juste survivre et vivre. Voilà. Et tout ça, tu l'écris très bien. Et justement,
quelle forme de retrait, quelle forme de solitude c'est l'écriture? J'ai beaucoup j'ai beaucoup à dire là-dessus et en même temps c'est bien, tant mieux. On est là pour ça. ouais, alors est-ce que je suis devenue alcoolique? Est-ce que j'ai bu beaucoup de gin ou de whisky? Est-ce que j'ai fumé des cigares? Est-ce que j'ai beaucoup fait l'amour en écrivant? Est-ce que je me suis promenée dans Paris comme Hemingway? En fait, malheureusement, on est à l'ère du digital. Les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place. Il a fallu en fait que je change beaucoup d'appartement. C'est-à-dire que pour te raconter l'écriture du livre, ça a duré 5 ans. Ouais. Mais ça a duré 5 ans parce que moi-même, j'ai eu à écrire ma vie et à essayer de retrouver le fil de mon enfance à travers ce que j'évoquais tout à l'heure, l'ouverture de mon dossier de placement, c'est-à-dire l'ouverture de la mémoire de mon enfance, essayer aussi de guérir certaines plaies qui m'habitent, et puis arriver aussi peut-être à me donner le droit à l'écriture, la légitimité à l'écriture, parce que l'autocensure est quelque chose qui est très présent dans ma vie. Et, comme une maladie un peu. Comme une sorte de maladie, et j'ai dû dépasser des monstres, mais c'était mes propres monstres au-delà de ceux de mon enfance. Et l'écriture, en fait, je pensais ne jamais pouvoir écrire chez moi. J'ai commencé chez moi, mais j'écrivais aussi beaucoup dans le métro, dehors. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir faire une résidence au Luxembourg grâce à des contacts dans un château du XIIe siècle. Donc j'écrivais d'abord sur mon histoire assez chaotique et ensuite sur Barbès dans un château du XIIe siècle, dans une forêt luxembourgeoise, dans un duché. Donc c'était très drôle à vivre. Tous les jours, il y avait des mariages tous les week-ends, des mariages avec des Ferrari, des Bentley, parce qu'il y avait un des restaurants végétals les plus connus du monde dans le château où j'étais. Okay. Donc c'était vraiment être dans une sorte de série télé un peu ridicule à l'européenne et en même temps écrire sur les fractures d'un quartier. Mais j'avais déjà tout ça en moi. J'ai sous-loué beaucoup d'appartements, il m'est arrivé même de louer des Airbnb, il m'est arrivé aussi de garder des chats. Alors, de garder des chats au mois d'août, ouais, de garder les chats de mes copines qui partaient en voyage et d'être ailleurs que chez moi, ailleurs que dans le 18e. Ouais. Mais j'avais l'ADN du quartier à l'intérieur de moi, et puis c'était 10 ans de balade, c'était tout ce que j'avais à dire, quoi. J'ai encore d'autres choses à dire, mais j'ai écrit un peu partout pour, à la fin, terminer mon livre assise à mon bureau, dans le 18e arrondissement. Et je l'ai terminé le jour où Notre-Dame a brûlé. Donc à la fois, c'était un des plus beaux jours de ma vie, et en même temps, j'avais le cœur qui saignait à voir ces images et à sentir une partie de Paris en train de se consumer juste devant moi, quoi. Donc c'était le 15 avril 2019. Ouais. Dans ce roman, la figure de la femme, elle se transforme ici presque en support qui élève Abad pour en faire ce qu'on appelle couramment un homme. Dans quelle mesure la femme construit le livre et l'histoire de Abad qui évolue dans cette espèce de gynécée où il y a quand même beaucoup de personnages féminins, de figures féminines qui l'entourent? Moi, Laki ou Thomas, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi être un homme pour toi? Être un homme, je vois ça en rapport avec la virilité, instinctivement, qu'on a probablement tous envie d'atteindre, mais qu'on a envie de rejeter également, dans le même temps. Pourquoi ? Parce que justement, je me pose la question aujourd'hui, quand on parle d'élévation, c'est vrai que le fait d'être un homme passe souvent par les femmes, par la mère, dans l'imaginaire collectif. Et en fait, si j'ai écrit un gamin qui est élevé, entre guillemets, mais au sens de l'élévation aussi par rapport à sa condition, il y a quelque chose comme ça. Et puis aussi, il est en pleine adolescence, il y a aussi l'apprentissage de la vie, l'apprentissage de la douceur. C'est un roman d'apprentissage tel qu'il en existe depuis des siècles. Et ça passe par les femmes parce que c'est aussi l'apprentissage du sentiment amoureux. Ça passe par les femmes parce que c'est aussi une femme qui va lui transmettre le goût de la lecture et le goût de la culture. Ça passe, c'est au sens de l'élévation. Et je te posais cette question pour savoir, toi, quel était ton rapport
au sens du mot devenir un homme. Pour dire ça, en fait, il faudrait se raconter soi. Ouais. Donc la trajectoire du gamin, elle est celle-là. C'est-à-dire que les oubliés, c'est les femmes, c'est des femmes dans un territoire, mais c'est aussi par elles qui va devenir peut-être un peu moins con. Mais l'un ne se fait pas sans l'autre. Dans le livre, toutes les femmes qu'il rencontre, même sa mère, apprennent de lui et lui apprend d'elle. Pour moi, c'est un échange de bons procédés entre nous, entre hommes et femmes. Et donc cet enfant, il est aussi, entre guillemets, abandonné par les hommes parce que son père est en exil. Donc forcément dans un territoire de vie qui n'est pas le sien. Il arrive du Liban. Dans une condition sociale qui est difficile et il est broyé par l'exil et par le fait de devoir survivre lui-même et forcément ça entraîne une fracture avec son fils et puis il y a le choc des générations aussi mais il y a surtout le choc de l'immigration dans l'histoire de ce gamin et sa mère est présente, il dit ma mère est un fantôme de lait et de rose parce que elle aussi elle a laissé une part d'elle dans son pays d'origine, dans l'histoire de son pays d'origine aussi. Et c'est à travers les femmes, parce qu'il va être livré à lui-même, qu'il va rencontrer son premier amour, une psy qui va lui être collée d'office, sa voisine, les étrangères de son quartier, les âmes, qu'effectivement il va se retrouver dans l'élévation. Mais en fait, s'élever, ça veut dire grandir tout simplement. Ouais. Voilà. Est-ce que tu dirais qu'il y a une responsabilité d'écrivain ? Est-ce que moi, je me sens une dette à écrire ou une dette morale envers ceux qui me lisent ? La dette morale de l'écrivain, j'ai eu ce débat cette semaine avec une dame pendant une intervention dans une médiathèque à la Goutte d'Or parce que ce qui m'enchante, c'est que je commence à rencontrer les gens du quartier et à voir quel impact peut avoir mon livre, ou en tout cas ce que j'en raconte. Trop bien. Ça reste une fiction, hein, on est d'accord. Ouais. Fiction, ça veut dire tordre le réel. Ça veut dire oui. C'est pas un reportage de BFM TV. Je parle des fractures du quartier, je parle des problèmes de précarité, de la violence. Mais en même temps, ça reste de la fiction. C'est-à-dire que je ne fais pas de reportage. Pourtant, j'ai fait des documentaires à la radio, à France Culture et ailleurs. Mais pour moi, l'intérêt, c'est de dire ce qui lie et ce qui délite aussi. Mais dans la poésie et dans le réalisme, dans le naturalisme, si on peut s'exprimer comme ça. Et la dame me disait, elle n'avait pas lu le livre, bien entendu, et elle me disait, elle avait juste lu un entretien dans le journal L'Humanité avec quelques extraits, et elle me disait, oui, il ne faut pas parler du quartier comme ça, parce que sinon vous nous stigmatisez. Et je lui ai raconté tout ce que je t'ai dit précédemment, c'est-à-dire que c'est un livre sans concession, mais c'est un livre aussi qui raconte que nous sommes liés par l'enfance et que nous sommes liés par une mémoire commune. Et je lui disais, mon livre, si tu me parlais de devoir, de dette ou d'intérêt collectif, c'est celui peut-être de faire société. La dernière phrase du livre, c'est « Ce qui nous lie, ce sont les enfants que nous avons été ». Il y a des amitiés entre Abad, mon héros de 13 ans, et des personnes qui... par exemple, sa psy est une femme dont le passif est celui d'être la petite fille d'une enfant cachée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une partie de l'histoire du 18e, celle de la rafle, du Vel d'Hiv, de 42. Et l'idée de se faire rencontrer ces deux âmes, c'était aussi raconter ce qui nous lie par l'enfance et ce qui nous lie dans la grande histoire de France, mais peut-être par la petite histoire. Et Rhapsodie des oubliés, c'est aussi une ode à la mémoire. Je commence mon livre par une citation de Chris Marker, qui est un réalisateur le grand réalisateur de La Jetée. Voilà. Et cette phrase, c'est l'histoire. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Et plus loin, dans le chapitre qui est consacré à une des femmes qui va croiser Abad, c'est les souvenirs ne se font reconnaître que plus tard par leurs cicatrices. Et alors que c'est le même texte écrit au tout début de La Jetée que j'ai coupé en deux. Et la Rhapsodie, pour moi, c'est ça, c'est des chants collés les uns aux autres, c'est des bouts de mémoire collés les uns aux autres, mais qui à la fin ne font qu'un chant collectif. Et ce livre, mon objectif principal, c'était de faire France, de faire société et de raconter ce qui nous lie, malgré la dureté du monde, mais pas sans le regarder tel qu'il est. Voilà. Tu viens de parler de chant, et tu aimes particulièrement la radio.
Donc tu en as fait ton métier, on l'a un petit peu évoqué. Qu'est-ce qu'il y a de sonore dans ce livre, voire de musical ? Bah tout. Mais comme toi qui habites le quartier, j'imagine que parfois ça t'arrive de rentrer chez toi et de ne pas du tout écouter de musique. Parce que c'est un quartier qui claque à la tête, quoi. C'est un quartier qui peut se faire suffoquer. Mais comme Paris. Paris, c'est une ville d'une richesse incroyable et en même temps qui peut broyer les gens. Et on peut... Moi, une fois, j'avais fait un exercice. Je m'étais mis devant le Luxor un samedi. J'avais fermé les yeux et j'avais écouté autour de moi. J'avais limite la nausée, en fait. On est sur une expérience, ouais. Voilà, j'avais la nausée parce que il y avait trop de sons, trop de choses. Et en même temps, parfois, le soir, ça dépend des heures de la journée. Faire ça un samedi à 14h, c'est se donner carrément un aller simple pour Sainte-Anne. Et, et une autre fois, c'est dans la nuit ou en fin de journée, peut-être vers 22h, quand le chaos est moins présent. Il y a autant de sons qu'il y a d'identité dans cette ville. Et en même temps, c'est une ville que j'ai appréhendée, comme je disais tout à l'heure, par la musique. Ouais. C'est une ville que j'ai découverte par la musique, par les soirées, par la nuit. Et je me voyais pas écrire d'une autre façon que par le son. Je viens de la radio aussi. Ouais. Faire du montage radiophonique quand on fait du documentaire sonore, c'est raconter par le son des expériences, des sons, et c'est rentrer directement dans la tête de l'auditeur. C'est vrai. Et mon livre, je l'ai pensé comme un montage de documentaire radiophonique aussi, comme un montage de fiction radio, parce que c'est ma première passion à la radio, c'est les fictions. Par exemple, je trouve que parler de cinéma à la radio, c'est fantastique. Parce que quand on met des extraits de films et qu'on entend les dialogues et le son, quand on fait la dichotomie entre l'image et le son, parfois on prend en plein dans la tête et dans l'oreille surtout la dimension d'un film. Sa noirceur, son bonheur, sa clarté, il y a tout, quoi. C'est une sorte de 25e image un petit peu, et voilà. Et mon livre, c'est aussi un moyen de rendre hommage à la littérature afro-américaine. Ça, j'en ai pas parlé, mais dans mes influences, il y a le roman des années 60-70 afro-américain qui racontait le ghetto. Et moi qui ai été élevée avec la soul music, le funk, le hip-hop, c'est vrai que dans mes humanités dont je parlais tout à l'heure, il y a eu la découverte de cette culture-là. Et mon livre est aussi un hommage. Sur la page de garde, il y a la chanson de Donny Hathaway qui s'appelle Little Ghetto Boy, et je l'ai écouté tellement de fois que peut-être j'ai une platine vinyle en plus où j'écoute des vinyles, et je l'ai écouté tellement de fois que je pense que le disque est rayé. À la fin, il y a une playlist aussi qui compose une playlist qui m'a habité tout au long de l'écriture du roman et tout au long de ma vie. Et une playlist en fait où j'ai écrit dans Rhapsodie des oubliés comme si j'écrivais un film avec une bande sonore, ou comme si j'écrivais une fiction radiophonique. D'ailleurs, ça s'appelle la playlist des oubliés. Et ça s'appelle la playlist des oubliés. Et dans cette playlist, il y a le spectre sonore de tout ce qui m'habite. Il y a du Glenn Gould, il y a du hip-hop, mais plutôt du hip-hop des années 90. Il y a de la musique actuelle avec Kendrick Lamar, mais plutôt produit par Flying Lotus, qui est un producteur de musique plutôt électronique. Il y a Grace Jones, qui est mon idole absolue, qui est une femme extraordinaire, à 70 ans, d'une beauté... elle a 70 ans, bientôt 66. Et qui a chanté, produit plutôt de la musique qui racontait le New York Manhattan des années 80. Plein de coke et plein de pulsions partout. Et puis, il y a une musique Pull Up to the Bumper que j'adore écouter. Il y a Daniel Dark avec Taxi Girl, une chanson qui s'appelle Paris, qui est une chanson écrite en 80, qui raconte le Paris des années 80, le Paris New Wave, le Paris post-punk, le Paris de cette jeunesse juste après Mitterrand, mais qui était aussi après les 30 Glorieuses, coincé entre le premier choc pétrolier et à l'après 68, et une génération d'ailleurs qui avait des points communs avec celle d'aujourd'hui, c'est celle d'être entre deux générations et crier au droit à la vie. Et la génération de Daniel Dark, moi, elle me touche beaucoup, pourtant j'ai 40 ans et j'étais petite à l'époque, mais le Paris de Daniel Dark, donc sa chanson Paris, il dit à un moment cette phrase les poubelles sont tellement pleines qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous.
Il dit cette phrase-là, et elle est formidable, cette chanson de Dark. C'est deux mecs de gare de l'Est, en plus c'est dans l'Est parisien, qui marchent et qui racontent cette génération-là. Donc dans la playlist, il y a ça. Il y a aussi des chansons des années 40 avec Mistinguett, Aristide Bruant. Je compare aussi beaucoup les Apaches des années 40 à la petite jeunesse qu'on voit aussi dans La Goutte d'Or. Ils ont des points communs. Sauf que c'est une autre époque, mais ils ont des points communs dans la marge et la violence aussi, sans pour autant que je les valide parfois, mais voilà. Et puis, il y a plein de choses. Il y a aussi beaucoup de chansons populaires comme Bidonville de Nougaro. Il y a plein de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. Et si je pourrais passer des heures à... Tu peux. C'est un peu ma discothèque idéale, quoi. Ouais. Mais il a fallu que je me calme aussi. En tout cas, c'est des chansons qui t'ont accompagné pendant la rédaction. Ah oui, bien sûr. Et puis c'est des chansons qui font partie de l'ADN du livre. C'est pas des chansons que tu as placées... Non. Comme je disais, ça fait partie de la manière dont je vois le quartier. Et c'est des musiques qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent quand je marche, qui m'accompagnent quand je regarde et qui m'accompagnent quand j'écris aussi. Évidemment. Donc, je le disais tout à l'heure, tu as reçu le prix de Flore cette semaine. Donc, tu as gagné, je ne sais pas ce que tu as gagné, mais je sais que tu as gagné un verre de Pouilly à ton nom chaque jour au Café de Flore. Ça me donne une bonne caution pour devenir alcoolique, c'est ça qui est génial. On les en remercie. Et j'ai demandé à l'ancien lauréat de l'an dernier, Raphaël Rupert, super sympa, et je lui ai dit, est-ce que tu es devenu alcoolique ? Et il m'a regardé, il m'a dit, je l'étais déjà. Donc, mais pour plaisanter, bien sûr. Mais oui, c'est quel honneur. Surtout dans cet endroit. Pareil, dans le terme de symbolique, on parlait du Sacré-Cœur. Il y a quelque chose avec ce Café de Flore, quand même. Oui, moi, c'est d'abord et premièrement la silhouette de Maurice Renet, qui est un acteur que j'admire plus que tout, dans Le Feu follet de Louis Malle. Qui était en terrasse, le fantôme de Sartre-Beauvoir, bien sûr. Jeanne Moreau qui erre dans Ascenseur pour l'échafaud, plein d'autres choses. C'est un prix qui est à la fois iconoclaste, un peu punk et très mondain. Il récompense quand même les jeunes auteurs, voire les primo-romanciers. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont été récompensées par le Flore qui sont aujourd'hui les têtes de la littérature contemporaine en France et en Europe. Et des gens, moi, qui m'ont aussi influencé. Je pense à Vincent Ravalec, Virginie Despentes, et plus récemment, même des auteurs comme Joyce Sormand, ou des gens que je connais comme Johan Zarka, qui est un pote et qui décrit un Paris qui est proche du mien, mais plutôt lui par la marche de la nuit. Qui publie aux éditions de La Goutte d'Or, non ? C'est ça, exactement, ouais. Donc, non, je pense que c'est un prix qui correspond bien à la Rhapsodie des oubliés. Et dernière question que je pose à tous mes invités. Quels sont tes derniers coups de cœur culturels ? Vu, lu, entendu, pas forcément des nouveautés. Alors, je vais faire un peu de lèche-bottisme. Le podcast de Thomas Laquille. Merci parce beaucoup. Que c'est mon voisin et parce que franchement il faut écouter son podcast. Moi je suis très quartier, ma famille c'est le 18 me va, et voilà, terre comme on dit. Quel est mon dernier coup de cœur culturel en termes de quoi ? Cinéma, bouquin, livre, musique ? Ouais, ce que tu veux. En film, le dernier film que j'ai vu qui m'a bouleversée, mais il commence à dater un peu. C'est pas grave. Et c'est le film de Romain Campillo sur Act Up. 120 battements par minute ? 120 battements par minute. Ce film m'a bouleversée. Je me souviens, je l'ai vu au Luxor. Ouais. Comme je suis une vieille dame, j'ai envie de conseiller un disque. C'est pas si vieux, mais ça dépend de quelle génération on parle. Mais c'est un disque de Jill Scott Heron. D'accord. Qui s'appelle Pieces of a Man. Et c'est un disque qui pour moi est un chef-d'œuvre musical. Et accessoirement, en littérature... j'ai envie de dire, lisez. Tout ce que vous pouvez, mais lisez. Je partage ce Voilà, conseil. j'ai pas envie de choisir spécialement un auteur en particulier. Il faut lire. Il faut lire sans complexe, même si c'est de la feel-good littérature, ou même si c'est le journal, il faut lire. Je pense que ça nous sauve du reste. Ça nous sauve du reste, c'est très important. Et puis sortir un petit peu des ordinateurs et
Et voilà. Mais c'est difficile comme question parce qu'on a envie de tout dire. Ouais. Et en même temps, on a envie de se censurer parce que je suis une énorme bavarde. Bah, tu l'as remarqué. C'est très bien. Bienvenue dans un podcast, c'est l'occasion de l'être. Merci beaucoup, Sophia. Bah, merci la quille, je peux t'appeler comme ça. Tu peux si tu veux. Et voilà, et écoutez la quille parce que c'est un super podcast. Merci Vive la beaucoup. littérature, vive les écrivains et vive surtout les lecteurs et les libraires. À bientôt. Et bien voilà, la quille c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'épisode vous a plu, si Sophia vous a inspiré avec sa rhapsodie des oubliés, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager cet épisode à vos proches, à vos non-proches, à qui vous voulez. C'est important pour moi en tout cas, c'est comme ça que le podcast pourra grandir et que la culture pourra se propager. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.